On se laisse encore une minute et puis on démarre si vous voulez. C'est parti. Oui, ils vont arriver. Bon, alors au nom du bureau du coiffeur, donc Benoît Le Goff, Claire Dayen, Gaëtan Nocturne, Bruno Fautrel, Taofam qui est notre orateur du jour et puis moi-même, on est très très heureux de vous accueillir pour cette quatrième séance des webinaires du coiffeur, des mercredis du coiffeur. Ici en Alsace, on est toujours confinés, donc je suis ravi d'être en contact avec vous au moins par l'intermédiaire de l'Internet. Et puis donc pour ce webinaire du jour, on a l'honneur, le plaisir d'accueillir Taofam avec une présentation sur les actualités du traitement dans les formes axiales de SPA. Et ben, Tao, je suis très très heureux de t'accueillir, puis je te laisse du coup partager ton écran. Il faut que tu reprennes la main pour le partage. Alors, je reprends la main. J'en profite pour te remercier parce qu'il faut que vous sachiez que tout ça, c'est porté et mené de main de maître par Laurent. Bah, avec plaisir. Et puis pour le bureau du coiffeur. Et comment… Alors, je crois que c'est bon. Partager. Exactement, voilà. Voilà. Super. Et alors, en fait, c'est du teasing. En fait, je vous ai fait croire que j'allais vous parler d'actualité, mais finalement, il n'y a peut-être pas tant d'actualité que ça. Et l'objectif, c'était surtout de vous parler de ceux dont on ne vous parle pas souvent dans la prise en charge et qui finalement concernent le plus la majorité des spondyloarthrites axiales. Donc, comme je vais parler de traitement, je vous affiche mes liens d'intérêt. Et vous savez qu'on a des recommandations. Je vous ai cité les plus récentes, c'est-à-dire celles de la Société française de rhumatologie, qui ont été dirigées par Daniel Wendling et auxquelles j'ai eu la chance de participer, et qui, comme vous le savez, recommandent la prise en charge avec les formes axiales et les formes périphériques. Je ne vais pas rester sur ce schéma, mais je vous ai fait un schéma simplifié qui vous montre l'ensemble des options thérapeutiques que l'on a à disposition pour la spondyloarthrite axiale, avec une partie pharmacologique et une partie non pharmacologique. Alors, je vais d'abord commencer par le plus important, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les AINS sont la pierre angulaire de la prise en charge des spondyloarthrites, en particulier des formes axiales. La sensibilité aux anti-inflammatoires qui est définie par une amélioration après 48 heures de prise à dose maximale des anti-inflammatoires et une récidive après 48 heures après l'arrêt, et donc tous les items de classification de cette pathologie, et on les utilise systématiquement en première ligne. Je vais insister sur différents points, en particulier sur comment est-ce qu'on définit la non-réponse et puis comment est-ce qu'on prescrit ces anti-inflammatoires. Alors, la première chose, c'est est-ce qu'il y a un anti-inflammatoire meilleur qu'un autre pour nos patients? En d'autres termes, est-ce qu'il y en a un qu'il faut privilégier systématiquement? Vous avez ici une méta-analyse en réseau de 26 essais thérapeutiques qui avaient comparé un anti-inflammatoire versus le placebo dans la spondylarthrite ankylosante, donc dans la forme radiographique de la spondyloarthrite axiale. Et comme vous pouvez le voir, ils sont grosso modo quasiment tous sur la même ligne. Il y a quand même les toricoxibes qui se différencient, mais vous allez voir qu'il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. La première, c'est qu'en France, les toricoxibes et les l'ibuprofène sont commercialisés à des doses non anti-inflammatoires. Donc, il faut faire attention parce que beaucoup de patients viennent vous voir, en particulier en vous disant qu'ils ont pris de l'ibuprofène. La plupart du temps, en fait, ils prennent de l'ibuprofène et en France, c'est commercialisé à dose antalgique, donc c'est-à-dire à 1200 mg maximum par jour, alors que pour avoir un effet anti-inflammatoire, il faudrait être à 2400 mg par jour. Donc, en fait, le test à l'ibuprofène aux doses françaises n'est pas efficace, n'est pas un test aux anti-inflammatoires. La même chose pour les toricoxibes. Les toricoxibes est commercialisé en France à 30 ou 60 mg par jour, c'est-à-dire à des doses pour l'arthrose, alors que tous les essais thérapeutiques qui ont été menés dans la spondyloarthrite, en fait, ils ont été menés dans la spondyloarthrite ankylosante plus exactement, étaient à 90 voire 120 mg par jour. Donc en fait, aux États-Unis, et les études que je vous montre sur cette méta-analyse en réseau, eux ont utilisé des doses qui sont des doses anti-inflammatoires. Donc faites attention, ces deux produits ne sont pas des anti-inflammatoires aux posologies que l'on utilise en France. Donc il faut plutôt privilégier les autres ou savoir qu'il faut les utiliser à plus haute dose. La deuxième chose, c'est que vous voyez faire régulièrement dans les services des perfusions de kétoprophène par voie intraveineuse. On voit qu'on a une amélioration des patients quand ils ont des poussées inflammatoires, mais en fait, on n'a aucune preuve. Donc, ce n'est pas evidence-based, c'est expert-based. Il n'y a pas de données sur les études de ce côté-ci.
une méta-analyse en réseau qui a comparé les anti-inflammatoires 2 par 2, récente, a montré la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les différents anti-inflammatoires. Donc ça veut dire en pratique, non, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Vous devez en utiliser plusieurs et il ne faut pas hésiter à changer de classe d'anti-inflammatoire. Alors, ça ne sert à rien, par contre, de faire tous les concurrents de la même classe. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à changer. Chaque individu a une sensibilité personnelle à une classe d'anti-inflammatoire. Il n'y en a pas un spécifique pour cette maladie. Il faut par contre prendre en compte 2 choses. L'horaire, c'est une maladie inflammatoire. Donc, il est toujours plus intéressant de faire prendre un anti-inflammatoire le soir pour couvrir la nuit et raccourcir le dérouillage matinal. Et dans cette maladie chronique, en plus, c'est intéressant, si c'est possible, d'avoir une demi-vie longue. Vous verrez, par contre, en fonction de la tolérance du patient. Donc, pour parler de la tolérance, je vais vous faire juste 2 diapositives sur la sélectivité des anti-inflammatoires par rapport à la COX-2. Vous savez qu'on a des anti-inflammatoires qui ont des sensibilités, des sélectivités différentes. Plus on est spécifique de la COX-2, plus on sera à droite de mon schéma. Moins on est spécifique, on sera à gauche du schéma. Donc, vous avez les non sélectifs en bleu, en particulier le naproxène, et vous avez les coxibes qui sont en fait, eux, très sélectifs de la COX-2. Et vous voyez qu'on a entre les deux ce qu'on appelle les préférentiels qui ont un peu plus de sélectivité pour la COX-2, mais pas complètement spécifique. Plus vous êtes à droite du schéma, plus vous avez, mieux vous avez une tolérance, ou la tolérance digestive sera meilleure. Plus vous serez à gauche, plus vous aurez des risques digestifs. Je recommence, plus vous serez à droite, plus vous aurez des risques cardiovasculaires importants et vous serez plus bas en fait de l'autre côté. J'enlève mes petits ronds pour que vous puissiez voir les noms et vous allez voir en gris, en fait un petit peu moins bien noté, tous les coxibes et vous voyez qu'en fait il y a un certain nombre de ces coxibes ou autres traitements très sélectifs ont été retirés du marché à cause des effets secondaires cardiovasculaires. Reste l'étoricoxib mais qui est utilisé à des doses non anti-inflammatoire, ce qui fait probablement en fait la tolérance qui est acceptable. Et vous voyez que le célécoxib qui est classé dans les coxibes, finalement, est plus un préférentiel qu'un coxib, et c'est probablement pour ça qu'on n'a pas les mêmes effets cardiovasculaires qu'on a observé par exemple avec le rofecoxib. Donc le choix de votre anti-inflammatoire ne va pas tellement être sur l'efficacité, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Il va être par contre plus en fonction de la tolérance. Vous avez un patient plus à risque de faire des ulcères, ben vous allez aller plus à droite de mon schéma. Vous avez un patient qui a plus de risques cardiovasculaires, vous allez peut-être aller plus à gauche de ce schéma. Donc alors, le but n'est pas de vous faire un cours sur les anti-inflammatoires et ça peut être une idée de nouveaux webinars, mais c'était juste pour que vous voyez par rapport à ça. La deuxième chose pour les anti-inflammatoires dans la spondyloarthrite axiale, c'est est-ce qu'il faut les donner… Ah, pardon, j'ai oublié. Une situation, toujours pour la tolérance, vous pouvez avoir des patients qui ont une association avec une MICI. Il faut savoir que les anti-inflammatoires, en particulier les non sélectifs, ne sont pas du tout indiqués chez ces patients, qu'ils soient en rémission ou qu'ils ne soient pas en rémission. En revanche, pour les coxibes, qui sont moins gastrotoxiques, il peut y avoir, et moins intestinotoxiques, on a 2 études qui vont dans ce sens, puisque en fait, la dernière Cochrane, qui date de 2014, n'a retrouvé que 2 études qui n'ont pas poulé parce qu'elles étaient sur des populations différentes. La première étude était une étude qui a été sur plus de 200 RCH, tout en rémission, où on a donné du célécoxib à 200 mg 2 fois par jour, donc une dose anti-inflammatoire maximale. Et vous voyez qu'en fait, on a des exacerbations de la RCH, des poussées de RCH, autant dans le groupe placebo que dans le groupe célécoxib après 2 semaines de traitement. Pas de différence de ce côté-ci. Dans la deuxième étude, c'était des MICI mélangés RCH et maladie de Crohn, en rémission et active. Il y avait un petit peu des deux. Très honnêtement, beaucoup plus de rémission que d'active. Traité par étoricoxib, vous voyez, à des doses plus importantes que les doses utilisées dans l'arthrose versus placebo. Et là, pendant 3 mois. Pareil, on a un peu plus de poussées, mais on avait là aussi inclus des patients avec des poussées actives. Et vous voyez qu'on n'a pas plus de poussées qu'avec le placebo. Ça veut dire que dans des situations très particulières où un patient a une spondyloarthrite axiale et une MICI, qu'il a besoin d'anti-inflammatoires et que sa MICI est en rémission, avec accord du gastro-entérologue, il est possible sur des très courtes durées de leur donner pour passer des anti-inflammatoires, plutôt des coxibes, pour passer le cap difficile et éviter de basculer sur un autre traitement, par exemple. C'est une situation très particulière, il faut toujours vous mettre d'accord avec le gastro-entérologue, mais vous avez quand même des études qui vous soutiennent dans la situation. Donc ça, c'était plus
quel anti-inflammatoire choisir? Ben, c'est finalement plus les effets indésirables et la tolérance qui vont vous guider. Après, est-ce qu'il faut les faire prendre en continu ou en discontinu? Alors la question en fait s'est posée parce qu'on s'est demandé si les anti-inflammatoires pris en continu pouvaient avoir un effet sur la progression structurale. Cette étude date de 2005. C'était une étude qui comparait 2 bras de prise de célicoxib à 100 mg 2 fois par jour, donc pas les doses que je vous ai montrées tout à l'heure, soit en continu, quelle que soit la symptomatologie, soit à la demande en fonction des symptômes. Et les patients pouvaient monter jusqu'à 400 mg si c'était nécessaire. Vous voyez déjà qu'à la fin de l'étude, finalement, ils ont consommé quasiment en milligrammes au total, une consommation moyenne qui était presque similaire. Ça veut dire que ceux qui prennent à la demande n'en prennent pas, mais quand ils en prennent beaucoup et probablement ont dépassé les 400 mg. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait que la prise continue de traitement faisait qu'on avait une progression du score radiographique qui était inférieure à celle qui était chez les patients qui prenaient à la demande, avec plusieurs hypothèses, avec un effet peut-être spécifique sur la antiprostaglandine des anti-inflammatoires qui vont avoir un effet sur l'ostéocyte, qui vont limiter la progression du rhumatisme. Et il y avait peut-être aussi un effet sur l'inflammation directement, puisqu'on voyait que cet effet qu'on observe ne s'observait pas chez les patients qui avaient une CRP normale, mais ne s'observait que chez les patients qui avaient une CRP initiale élevée. Donc, la question s'était posée, mais c'est vrai qu'on avait toujours la balance bénéfice-risque, une seule étude pour un risque de progression qui est quand même très limité dans la spondylarthrite ankylosante. Et 10 ans plus tard, en 2015, est sortie une deuxième étude, cette fois-ci avec un autre produit, le diclofenac, pareil, en continu versus discontinu. Et là, par contre, aucune différence entre les deux. Une méta-analyse qui a inclus ces deux études que je viens de vous décrire, plus des études de cohorte ou des observationnels. Et finalement, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de différence. Peut-être une tendance plus en faveur sur la progression structurale du continu, mais pas suffisamment de preuves aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que dans les recommandations, on vous dit les patients prennent à la demande et non pas en continu. Actuellement, il y a un PHRC français qui est en cours pour essayer de démontrer cette efficacité structurale. On verra si on change notre façon de faire. Mais pour l'instant, la balance bénéfice-risque dit en discontinu, à la demande seulement. Est-ce que prescrire un biomédicament va vous faire une épargne des anti-inflammatoires? En d'autres termes, j'ai un patient qui prend régulièrement des anti-inflammatoires, il arrive à être stabilisé, mais j'ai peur, à cause des effets indésirables, des anti-inflammatoires ou parce qu'il a une mauvaise tolérance ou parce qu'il a des risques cardiovasculaires. Est-ce que je vais lui mettre si en mettant un anti-TNF, je vais diminuer sa prise d'anti-inflammatoire? Et bien finalement, pas tant que ça, et c'est un peu ce qu'on observe d'ailleurs aussi dans la polyarthrite rhumatoïde. En mettant un traitement de fond, on diminue la consommation de corticoïdes, mais on n'arrive pas complètement à s'en débarrasser. Là, une étude, une donnée de cohorte, 250 patients avec une spondylarthrite qui débutaient un premier anti-TNF, la majorité, 79%, prenaient des anti-inflammatoires au début de la cohorte. Et bien, vous voyez que seul un quart des patients ont réussi à réduire ou à arrêter, et la très grande majorité a continué les anti-inflammatoires à dose stable. Donc ça veut dire que probablement que c'était des patients qui étaient insuffisamment stabilisés avec les anti-inflammatoires, mais ils n'ont pas pu se sevrer. Un essai thérapeutique, et c'est le seul que j'ai retrouvé, là où où Maxime Dougadous a fait une sous-analyse d'un essai contrôlé randomisé étanercept versus placebo. Et les 90 patients qui avaient une spondyloarthrite axiale AINS dépendante, on les a laissés consommer les anti-inflammatoires comme ils voulaient à la discrétion du patient pendant les 8 semaines de l'essai thérapeutique. Et donc là, vous avez le pourcentage de patients qui ont réussi à arrêter ou à diminuer. Soit ils ont diminué de plus de 50% leur score de prise anti-inflammatoire, et vous voyez qu'il y en a encore un tiers, puisqu'il y a 66% qui ont réussi à l'atteindre, qui n'ont pas réussi à diminuer de 50%. Et vous voyez que si c'est arrêté complètement, si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire qu'il y a 40%, mais de l'autre côté, ça veut dire que 60% des patients continuent à prendre des anti-inflammatoires. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter sur les biomédicaments en se disant qu'ils vont réussir à limiter. Ça ne marche pas systématiquement. Donc, pour les anti-inflammatoires, c'était un petit peu ça. Et si vous voulez, après qu'on parle plus longuement des anti-inflammatoires et de leur balance bénéfice-risque et de leurs effets indésirables, on pourra en discuter. La deuxième chose dont je voulais discuter, c'était les traitements non pharmacologiques qu'on a souvent tendance à oublier. Donc, je vais insister sur 2 points en particulier. La rééducation, et on a la chance d'avoir l'année dernière une méta-analyse de la Cochrane qui est sortie de l'équipe de Cochin sur les effets des programmes d'exercice
dans la spondylarthrite ankylosante. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été menées que dans la forme radiographique. On essaye après de les attendre en forme non radiographique, mais je ne peux pas faire plus qu'avec ce que j'ai. Donc, 14 essais thérapeutiques, et vous voyez que finalement, il n'y a pas tant que ça qui ont été inclus dans la méta-analyse. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. On a fait 2 types de comparaisons. Faire des exercices versus pas d'intervention, versus rien. Et là, on montre par exemple sur tout ce qui est fonction, évidemment, une amélioration et un bénéfice sur la fonction, donc sur le BASFI, de faire des interventions. En revanche, quand on fait exercice versus soins courants, les soins courants incluant la physiothérapie, donc c'est-à-dire les papouilles que l'on fait aux patients, vous voyez que l'effet est peut-être un petit peu moins net, mais enfin, on a quand même quelque chose qui est positif. Moins brillant, mais quand même intéressant. Ce qui est intéressant et ce pourquoi en fait il faut que vous proposiez systématiquement de la rééducation à vos patients, même s'ils n'ont pas une colonne bambou, même s'ils ne sont pas complètement raides, c'est qu'on a un effet aussi sur la douleur. C'est-à-dire que vous voyez que là, par exemple, l'exercice versus pas d'intervention, on a toujours un effet sur la douleur. Et là, c'est pareil, versus usual care, vous voyez qu'on a aussi, là encore, un effet sur la douleur. Donc, il ne faut pas se dire, je ne propose de la rééducation que pour les patients qui ont une diminution de leur ampliation thoracique ou de leur mobilité, ou de patients qui ont déjà un handicap secondaire, mais il faut vraiment le faire. De façon préventive, on n'a jamais réussi à démontrer que faire de la rééducation préventive empêchait après d'avoir une limitation de la mobilité. Mais en tout cas, vous devez le faire pour aider et faire en fait qu'ils vont consommer moins de traitements parce que vous avez aussi un bénéfice sur la douleur. La deuxième chose que je voulais, et donc les recommandations dont je vous ai cité tout à l'heure, pour l'instant, en fait, les preuves que l'on avait, puisque toutes les recommandations reposent sur des preuves, c'était surtout les patients, ils peuvent faire des exercices et des programmes d'auto-exercice. Vous n'êtes pas obligé de les envoyer tous chez le kiné. Il n'y a aujourd'hui, par contre, pas de preuves ou pas beaucoup de preuves de l'efficacité des exercices dans un objectif récréationnel, donc pas un objectif médical. Je m'exprime. Quand on parle des exercices à domicile ou des programmes d'auto-exercice, il y a un objectif, c'est améliorer votre souplesse, améliorer ceci, avec la plupart du temps une évaluation avant-après. Alors que les choses ludiques, quand vous courez après un ballon, quand vous jouez au tennis, vous n'avez pas un objectif de ce côté-ci. Et les sports côté ludique, eux, on a très peu de preuves en fait de leur efficacité. C'est pas de preuve, ça ne veut pas dire preuve de non-efficacité. Pour les formes sévères, là, vous allez prescrire de la kinésithérapie. Et puis, évidemment, si c'est possible, des exercices supervisés. Et ceux qui ont du mal à s'y mettre, de la balnéothérapie. Alors là, je dois vous dire que moi, régulièrement, on me demande ça. Je leur dis OK pour commencer, parce que c'est moins difficile, mais on se muscle moins aussi dans l'eau. Donc après, on bascule de l'autre côté et on passe après à sec. Deuxième chose sur laquelle je voulais discuter sur le non médicamenteux, c'est le tabagisme. On a maintenant la preuve que les rhumatismes, les spondylarthrites et les rhumatismes en général, mais les spondylarthrites radiographiques et non radiographiques qui fument ont des formes plus sévères que ceux qui ne fument pas. Donc là, vous avez par exemple en fait une donnée, ça vient de je ne sais plus quelle cohorte, où les patients qui fumaient par rapport aux non-fumeurs avaient des scores radiographiques qui étaient nettement supérieurs. On voit aussi qu'ils ont une activité de la maladie qui est supérieure chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. On voit aussi, et ça c'est intéressant, qu'il y a une adhésion et un maintien thérapeutique qui n'est pas le même chez les fumeurs et non-fumeurs. Alors est-ce que c'est parce que le traitement marche moins bien ou est-ce que c'est parce qu'ils sont moins compliants? Ça c'est quelque chose qui n'a pas été étudié dans cette étude écossaise. En revanche, alors ça c'est peut-être pas un truc qu'il faut crier sous les toits pour les patients, c'est que si on compare, vous voyez l'efficacité, la réponse BASDAI quand on initie un anti-TNF chez les fumeurs versus les non-fumeurs versus les anciens fumeurs, vous voyez qu'en fait les anciens fumeurs répondent à peu près aussi mal que les fumeurs actifs. Ça c'est dans cette étude. On a quand même une deuxième étude, et c'est les deux seules que j'ai à disposition pour l'instant, où on montre que là les anciens fumeurs ont quand même un BASDAI qui petit à petit s'améliore au fur et à mesure des données. Donc, il faut quand même les encourager à arrêter quoi qu'il arrive en leur disant qu'ils auront des formes plus sévères et qu'en plus, ils vont moins bien répondre au traitement. Je reviens un petit moment au traitement et vous voyez que sur ce schéma, je vous ai mis qu'en fait, on ne pouvait pas et on ne proposait pas de traitement de fond, donc de traitement de fond conventionnel, de CS-DIMARD, aux patients qui ont des spondyloarthrites axiales. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, on a
pas beaucoup de preuves et les peu de preuves qu'on a sont plutôt en train de montrer qu'on n'a pas d'efficacité. Mais c'était juste pour que vous voyez aussi sur quoi reposent nos preuves. Ici, une méta-analyse royale des 2 études qui ont évalué le méthotrexate dans la spondylarthrite ankylosante, qui montre qu'il n'y a pas d'efficacité, rien en faveur du méthotrexate, mais c'est en tout et pour tout sur 29 patients. Donc, on n'a quand même pas d'un côté et 34 patients de l'autre. Donc, vraiment, on n'a pas grand-chose. Enfin, ça ne repose pas sur d'énormes preuves. On a quand même d'autres traitements maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Sur la sulfasalazine, on a un petit peu plus d'études. Une qui était sur laquelle les données reposent, c'est qu'on voit en fait atteinte axiale, atteinte périphérique. Vous avez à l'œil apparemment une efficacité similaire sur les 2 formes, mais vous voyez qu'elle était non significative sur l'atteinte axiale alors qu'elle l'était sur le périphérique. C'est pour ça que les traitements de fond conventionnels sont proposés aux patients qui ont des formes périphériques et ne sont pas proposés aux patients qui ont des formes axiales. Juste aussi encore un petit aparté pour les patients qui ont des associations avec des maladies digestives, parce que ça c'est quelque chose que je ne pense que vous ne savez pas, c'est que le méthotrexate a montré son efficacité pour le maintien de la rémission de la maladie Crohn versus placebo. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas de récidive dans ces cas-là. Donc, chez des patients qui vont avoir les 2 traitements, par exemple, et qu'on veut maintenir, et en particulier vos patients avec des atteintes périphériques, privilégier plutôt le méthotrexate en cas de maladie de Crohn. Par contre, le méthotrexate n'a pas montré cette efficacité dans la rectocolite hémorragique. Et à contrario, c'est la sulfasalazine qui a montré son efficacité dans le maintien de la rémission de la rectocolite hémorragique, alors que la sulfasalazine n'a pas montré d'efficacité dans le maintien de la rémission de la maladie de Crohn. Donc, rectocolite hémorragique, sulfasalazine, maladie de Crohn, méthotrexate. Comme ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, en fait, tous les traitements ne se valent pas en fonction des associations de pathologies que nos patients peuvent avoir. J'ai arrêté au traitement de fond. Maintenant, je vais attaquer le dur, mais vous allez voir qu'en fait, ça va être très court. C'est les biomédicaments, puisqu'on n'a pas d'autre efficacité. Les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, encore une fois, on a proposé dans les recommandations au moins 2 anti-inflammatoires pendant au moins 15 jours chacun. C'est juste pour qu'on ne se précipite pas et vous verrez que si vous n'interrogez pas en profondeur les patients, la plupart du temps, ils ont essayé de prendre 2 comprimés anti-inflammatoires. Ils n'ont pas eu d'efficacité dans la journée même et ils se sont dit que ça ne marchait pas. Et il faut vraiment insister là-dessus. On n'a pas d'urgence non plus et c'est pour ça en fait, que je vais faire une pause sur cette chose parce qu'on a aussi le problème de l'indication du biomédicament. Alors, au moment où vous pensez à un biomédicament dans la forme axiale, il faut vous poser plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui lui fait mal ou est-ce qu'il peut avoir plusieurs choses? Alors, je vous ai juste mis une image d'un patient qui a bel et bien une spondyloarthrite et il avait même des signes inflammatoires en fait, au rachis, mais il a aussi une magnifique discopathie et c'est sûr que cette magnifique discopathie peut largement augmenter son évaluation de la rachialgie. Ce modique en plus, ou sa discopathie a un modique qui peut en plus mimer un petit peu le rythme inflammatoire. Donc, un patient qui a ce type d'anomalie, vous allez lui dire d'abord, si vous envisagez un anti-TNF ou un autre traitement, que ce traitement va être efficace sur une partie de sa pathologie, mais que l'autre partie, en particulier la discopathie, ça va se faire à coup de rééducation. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi évaluer alors ce qu'on appelle douleur neuropathique, douleur neuroplastique, fibromyalgie. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les rhumatismes inflammatoires. Je vous ai mis ici juste une image. On a fait passer le questionnaire Pain Detect qui détecte les douleurs neuropathiques chez des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde à gauche, un rhumatisme psoriasique ou une spondylarthrite axiale. Quand vous avez un score qui est au-dessus de 18, vous avez une douleur neurogène ou neuropathique. Quand vous êtes inférieur à 13, vous n'en avez pas. Et au milieu, on ne sait pas très bien où vous classer. C'est juste pour que vous voyez que tous ces patients qui ont des douleurs chroniques, on retrouve à peu près dans 20% des patients qui vont avoir ce phénomène de douleur chronique qui est venu se greffer au rhumatisme inflammatoire. Ce n'est pas quelque chose de spécifique de la forme axiale. Pourquoi on en parle plus dans la forme axiale? C'est parce qu'on n'a pas d'autres marqueurs qui nous permettent de faire la part, comme la CRP dans la polyarthrite rhumatoïde, et on est un petit peu embêté pour pouvoir faire la différence. Là aussi où c'est embêtant, c'est qu'on va avoir une surestimation de la douleur.
et de l'activité. Là, c'est l'accord de l'accord anglaise, de la BSBR, pardon, où ils ont pris des patients qui avaient un diagnostic de spondylarthrite axiale. Vous voyez radiographique, non radiographique et même sans IRM. Donc, les Anglais étant tellement craintifs, en fait, ils ont inclus peu de malades. Voilà la prévalence, toujours autour des 20%, vous voyez en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire qu'un patient qui a ces signes de fibromyalgie ou de douleur neuroplastique ou neurogène va avoir un BASDAI supérieur à 6, donc largement supérieur à 4, qui est normalement le seuil pour qu'on déclenche un traitement de fond, alors que le non fibromyalgique aura en fait un seuil qui sera en dessous. Donc en fait, ce n'est pas un problème de diagnostic, mais c'est peut-être un problème de surestimation de la nécessité de débuter ou pas le traitement anti-TNF ou le traitement anti-L17. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que vous appreniez vraiment à faire une pause. Je réfléchis, est-ce qu'il en a vraiment besoin et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'essayer d'améliorer ses douleurs avec la rééducation, d'essayer d'améliorer ses douleurs avec d'autres mesures non médicamenteuses, en particulier, pas obligatoirement se précipiter vers les médicaments. Dernière chose, toujours sur la pause, dernière chose, on n'a pas aujourd'hui de preuve d'une fenêtre d'opportunité. Donc, contrairement à ce que vous avez appris dans la polyarthrite rhumatoïde, on n'est pas dans l'urgence pour commencer immédiatement un traitement. Ça veut dire que le patient ne perd pas de chance si vous retardez le moment de mettre en route le traitement et le biomédicament. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez prendre le temps sur les 2 premières parties dont je vous ai discuté, tâtonner pour trouver l'anti-inflammatoire qui leur convient, essayer d'insister sur les autres médicaments. Si vous ne pouvez pas faire autrement, évidemment, vous pouvez commencer un biomédicament. Donc, vous voyez qu'ici, on a tous les biomédicaments qui ont déjà été testés dans les autres rhumatismes inflammatoires et dans la spondylarthrite ankylosante et dans la spondylarthrite axiale non radiographique, ça ne marche pas. Donc, en fait, pas d'efficacité de ce côté-ci. Et je vous ai mis les 2 qui marchent, qui ont une efficacité, c'est-à-dire les anti-TNF et les anti-LI7. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas tout à fait au même niveau. Alors, les recommandations françaises, ce n'est pas le cas dans toutes les recommandations, proposent qu'on débute plutôt par un anti-TNF, alors que d'autres recommandations mettent les biologiques exactement au même niveau. La seule différence entre les deux, c'est tout simplement le recul que l'on a. Et comme on a beaucoup plus de données de tolérance avec les anti-TNF, la recommandation française est de plutôt privilégier un début avec un anti-TNF. La seule indication de commencer par un anti-L17 serait que vous ayez en association une atteinte psoriasique très, très, très importante, puisque en fait, on sait que les anti-L17 ont plus d'efficacité que les anti-TNF sur le psoriasis cutané. Après, est-ce qu'il y a une différence entre les anti-TNF? On a 5 anti-TNF sur le marché, 5 molécules. Après, je ne parle pas des biosimilaires, mais 5 molécules différentes. Il n'y a pas eu de comparaison face-face. Ils ont tous la même efficacité. Là encore, ce sont plus vos maladies associées qui vont influencer. Évidemment, si vous avez une maladie digestive active, si vous avez une uvéite active, vous allez privilégier plutôt des anticorps anti-TNF que le récepteur soluble. Sinon, en fait, on n'a pas plus d'efficacité d'un côté ou que de l'autre. Est-ce qu'on connaît bien maintenant les facteurs prédictifs et finalement, qu'est-ce qui va me faire privilégier peut-être plus l'un ou l'autre? Et c'est ça qui va probablement évoluer dans le temps. C'est qu'aujourd'hui, on commence à bien connaître les facteurs prédictifs de réponse aux biomédicaments. Et on connaît maintenant, on sait que les anti-TNF répondent mieux quand vous êtes un homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les femmes. Que vous avez une maladie récente, que vous avez une atteinte périphérique, que vous êtes B27, que vous avez des signes inflammatoires avec une sacroïlite en IRM, avec une CRP élevée, ou que vous avez une spondylarthrite ankylosante avec une sacroïlite radiographique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça répond moins bien aux formes chez les fumeurs et ça répond moins bien chez les gens chez les obèses. Alors, ce n'est pas qu'une histoire de dose, puisque des travaux ont été menés avec l'infliximab, où on a donné l'infliximab en milligrammes kilo en fonction du poids. Et là, quand bien même on avait adapté la posologie au poids du patient, les patients obèses répondaient moins bien que les patients non obèses. Alors, si je vous montre ça, c'est juste parce que ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien et que vous avez déjà vu. C'est les patients qui n'ont ni sacrolyte radiographique, c'est-à-dire que c'est des non-ankylosantes, on va dire ça comme ça, qui n'ont ni sacrolyte IRM, ni CRP élevé, c'est-à-dire en fait ce côté-ci. Vous voyez qu'en fait, là, l'anti-TNF fait à peu près aussi bien
que le placebo. À partir du moment où il y a un signe inflammatoire ou chez tous les autres patients, il y a. Donc, en gros, pour les anti-TNF, là encore une fois, il y a souvent en fait une petite différence entre je me suis trompé de diagnostic et il n'a pas les facteurs prédictifs de bonne réponse. Un patient qui aura ni sacroïlite IRM, ni sacroïlite radiographique, ni CRP élevé a peu de chances de répondre aux anti-TNF. Donc en gros, il faut leur expliquer qu'ils sont peu répondeurs et que c'est pile ou face, 50%, on ne peut pas faire mieux. Donc en fait, ce qui nous intéresse, et là par contre on ne le sait pas encore, c'est de savoir si les facteurs prédictifs de bonne réponse aux anti-IL-17 seront différents. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'a priori, il n'y a pas de différence et qu'on soigne aussi bien les hommes que les femmes avec les anti-IL-17, alors qu'il y avait une préférence masculine avec les anti-TNF. Ça marche mieux, encore une fois, quand on a une CRP élevée. Ça marche toujours aussi mal chez les fumeurs et ceux qui ont un IMC élevé. Et pour l'instant, en fait, les autres, on n'a pas encore les données. Il est évident que quand on saura si le fait de n'avoir ni sacroïlite ni CRP élevé fait qu'on répond un petit peu mieux, chez tous les négatifs, on aura peut-être une tendance à privilégier les anti-IL-17. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc, ça fait partie des choses qui vont arriver et qu'on n'a pas encore pour l'instant. En tout cas, j'espère qu'on les aura bientôt. Mon but était ici de ne pas vous faire ce que vous avez et vous expliquer que ça marche chez les patients. Ça, c'est quelque chose que vous voyez et qu'en plus, on voit très régulièrement aussi dans les symposiums. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dernière chose, à l'horizon, on va arriver, puisque j'arrive bientôt à la fin de mon topo, vont arriver des anticorps bispécifiques anti-L17A et F. Pour les anti-L17, aujourd'hui, ce que l'on a, c'est que des anti-L17 qui visent l'interleukine 17A. Cette interleukine 17A partage le même récepteur avec l'interleukine 17F, donc les bispécifiques auront, eux, une inhibition complète. Est-ce que ce sera plus efficace que d'utiliser des anti-L17A? Il n'y a pas eu de comparaison directe de ce côté-ci. Autres molécules qui vont arriver et qui ont l'air d'être intéressantes dans les formes axiales des spondyloarthrites, ce sont les JAK inhibiteurs. En tout cas, pour l'instant, le tofacitinib a mené un essai dans la spondylarthrite anchylosante avec un effet qui était intéressant. On attend le développement ultérieur et les JAK inhibiteurs à sortir, inhibant spécifiquement la JAK1, ont aussi des premiers résultats d'essais thérapeutiques qui sont encourageants. Donc, on a l'air d'être plutôt, on va enfin pouvoir un petit peu ouvrir notre panel thérapeutique et on aura peut-être d'autres choses à proposer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister sur les deux premières parties dont je vous ai parlé, les anti-inflammatoires et les non pharmacologiques, parce que ça correspond à 70% des patients. Seuls 20 à 30% des patients ont besoin de passer à un biologique. Donc, ce que vous voyez à l'hôpital aujourd'hui n'est pas ce que vous verrez dans la vie courante et vous verrez que la plupart du temps, avec des anti-inflammatoires, un peu d'amour et des traitements et de l'activité physique, tout va aller mieux. Dernière petite chose pour conclure, c'est juste pour vous faire une annonce. Vous savez que vous pouvez vous aider et surtout aider vos patients à utiliser le biomédicament avec l'application eBoot, qui est une application de la Société française de rhumatologie, et que eBoot Plus va arriver incessamment sous peu avec en plus de nouvelles données. Et évidemment, à chaque fois, on met à jour avec les nouveaux traitements pour pouvoir vous aider. Donc, je finirai comme ça en faisant de la publicité pour la Société française de rhumatologie et son application. Merci de votre écoute. Merci Tao, c'était vraiment super. Alors, je voudrais juste rappeler à tous que vous pouvez donc à partir de maintenant poser vos questions. C'est un des grands avantages des webinaires, c'est que c'est interactif. Dans le bas de l'écran Zoom, vous avez questions et réponses. Il suffit de cliquer dessus, de poser votre question, et puis on va la relayer à Tao. Et je vous rappelle également qu'il y aura un petit sondage qu'on vous demande de compléter avant de quitter l'application. Alors, c'est parti pour les questions. Ceux qui ont des questions qu'ils veulent poser à Tao Pham. Une première question. C'est des remerciements. On te remercie pour la qualité du topo. Merci, j'en suis touchée. C'est vrai que vraiment, ce n'était pas à refaire ce que vous voyez régulièrement parce que des présentations des laboratoires ou autres sur les médicaments, ça vous le savez. Et finalement, on vous parle rarement en fait, de ce que vous faites au quotidien. Et je pense que c'est ça le plus important. C'était une présentation que j'ai trouvée très, très pratique. Et puis sur vraiment un focus particulier sur les atteintes axiales, c'était vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'on a des questions? Voyons voir. Ça met toujours un petit moment pour arriver. Je vais lancer le sondage en même temps. Comme ça, ceux qui souhaitent répondre au sondage peuvent répondre. Alors, première question. Quelle est ta stratégie après l'échec d'un premier anti-TNF?
est-ce que tu changes pour un récepteur soluble? Est-ce que tu fais, par exemple, le récepteur soluble monoclonal? Est-ce que tu fais un anti-IL-17? Alors, c'est une très très bonne question et c'est vrai que j'ai un peu glissé dessus succinctement parce qu'en fait, on n'a pas de données là-dessus. Vous connaissez l'étude ROC en fait, qui était menée justement à Strasbourg où dans la polyarthrite rhumatoïde, après échec d'un premier anti-TNF, on a regardé si c'était plus intéressant de changer de voie d'inhibition, mais à l'époque, on avait les moyens de le faire puisqu'on avait d'autres produits versus continuer avec les anti-TNF. Aujourd'hui, on a enfin des anti-IL-17, on va pouvoir mener ce type d'études. Et donc, il y a un ROC SA qui est actuellement en cours et qui va pouvoir nous permettre de répondre à cette question. Je peux juste vous répondre qu'aujourd'hui, les seules études qu'on a eues, c'est celles de développement des anti-TNF quand ils sont sortis les uns après les autres sur le marché. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait encore une bonne réponse après avec un deuxième anti-TNF, voire avec un troisième anti-TNF, quand on n'avait que ça, et on avait toujours encore des patients qui répondaient bien. On voit que passer le troisième anti-TNF, là, l'efficacité commence un petit peu à être moins bonne, et on le voit surtout en fait, dans les courbes de maintien thérapeutique des produits, c'est que passer le troisième anti-TNF, là, c'est sûr qu'il faut pouvoir changer de voie d'inhibition, mais encore une fois, jusqu'à peu, on n'avait pas d'autres voies d'inhibition à proposer, donc on n'avait pas tellement ça. Est-ce qu'il faut changer d'un anticorps monoclonal à un récepteur soluble, donc au sein des anti-inflammatoires? Là, il n'y a pas de données, on n'a pas l'impression que ça soit plus intéressant, à part intellectuellement de se dire qu'on va changer un petit peu les choses, mais un anticorps versus un anticorps, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Et évidemment, encore une fois, vos maladies associées vont influencer. Ça veut dire que vous avez un patient avec une MICI ou une uvéite, l'étanercept sera probablement celui que vous essayerez en dernier. Vous avez un patient à un haut risque infectieux, par exemple, lui, vous essayerez peut-être plus rapidement, par exemple, de prendre l'étanercept en premier. Donc, c'est plus en fait les pathologies associées qui guident le choix pour l'instant. On n'a pas encore de données suffisantes sur l'efficacité pour pouvoir en fait guider notre choix. Ok, merci. Autre question, une question de Renaud. Est-ce que tu prescris du méthotrexate en association avec un traitement biologique pour éviter l'immunisation ou un autre CSD-MARS? Alors, c'est encore une fois une très bonne question. Aujourd'hui, dans les formes axiales, je vais essayer de répondre à plusieurs niveaux. Le niveau efficacité, ça, quelles que soient les études, quand on met du méthotrexate ou même de la salazopirine, on n'a pas plus d'efficacité du biomédicament par rapport au combo avec un traitement de fond conventionnel. Par rapport à l'immunisation, on a effectivement un peu plus d'immunisation sans méthotrexate, mais par contre, quand on regarde par rapport au maintien thérapeutique, on n'a pas de différence. Donc en gros, on n'a pas non plus d'intérêt sur le maintien, puisque l'immunisation, c'est pour essayer de maintenir le traitement. On n'a pas beaucoup de différence. Alors, je parle vraiment que des formes axiales. Ce n'est pas tout à fait pareil avec le périphérique. Mais sur l'axial, si c'est des purs axiales, ça n'a pas d'intérêt non plus. En fait, on ne va pas avoir de ce côté-là. Donc après, c'est juste pour essayer de limiter le risque d'immunisation avec le risque allergique. Et là, dans la balance bénéfice-risque, eh ben, c'est plus intéressant de ne pas faire l'association pour un risque qui est quand même peu fréquent et qui n'a pas ce problème par rapport au fait de mettre le combo. Donc non, on n'associe pas par rapport à ça. Le seul intérêt qu'on peut voir à mettre du méthotrexate quand on a une forme axiale, c'est quand vous avez un patient qui a un psoriasis qui ne répond pas bien en même temps que vous avez, alors que votre traitement anti-TNF par exemple marche bien sur le rhumatisme inflammatoire, et là de temps en temps les dermatologues rajoutent, mais c'est pour traiter la maladie associée. Alors, on a une question assez difficile de Jean-Guillaume. Est-ce qu'on peut prescrire un anti-IL-17 chez un patient qui a une MICI bien contrôlée? En plus, Jean-Guillaume, tu t'es trahi avec un prénom pareil. Ah, je donne les noms des gens. Donc, je prends la casquette CRI. Aujourd'hui, avec les données que l'on a dans les formes actives, non. Quoi qu'il arrive, on ne met pas d'anti-IL-17. Les essais thérapeutiques qui ont essayé de traiter des MICI avec les anti-IL-17 ont montré qu'on avait aggravé ou on fait des poussées. Donc, au mieux, on ne fait rien. Au pire, on aggrave. Pour les formes asymptomatique, ça veut dire qu'en fait les patients en rémission, là c'est vrai que si vous n'avez pas d'autres possibilités thérapeutiques, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Aujourd'hui, avec le peu de recul que l'on a, on n'a pas l'impression d'avoir une augmentation. Je vais faire un parallèle en fait avec des choses que vous n'avez pas connues vous, mais que nous on a connues quand on a vu l'apparition des anti-TNF. On a d'abord eu un anticorps, et puis après on a eu l'Andrel, on a eu l'étanercept. Et l'étanercept ne marche pas dans les MICI. Et au départ, on a eu l'impression qu'on avait en fait des poussées de MICI sous étanercept, mais c'était plutôt une non-efficacité qu'on observait. Donc aujourd'hui, avec les anti-IL-17, la question c'est est-ce que c'est une non-efficacité
ou est-ce que c'est aggravant? On ne sait pas encore exactement. Donc, encore une fois, au mieux, c'est non efficace. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas très logique de proposer ça chez quelqu'un qui a une myalgie associée, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Au pire, ça peut aggraver. On a vu des formes qui s'aggravent. On n'a quand même pas vu des formes énormes. Et justement, le fameux Jean-Guillaume est en train de recueillir toutes les formes qui s'aggravent sous anti-IL-17. Alors, tu as Thomas qui pose pratiquement la même question, mais qui me dit, mais pour les uvéites? Alors, pour les uvéites, on a très, très peu de données. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a pas assez de données pour pouvoir dire si c'est encore une fois une non-efficacité ou une aggravation. On a, nous, à Marseille, fait une méta-analyse des essais thérapeutiques donc sur du très court terme pour comparer en réseau, comparer anti-TNF et anti-IL-17. Et on a l'impression qu'on a quand même une petite aggravation des uvéites sous anti-IL-17. Donc là aussi, c'est évidemment pas un traitement qui est contre-indiqué, mais ce n'est pas le traitement préférentiel. On a une question de Charles, d'abord qui te remercie pour la qualité du topo, et puis qui t'interroge sur le taux d'arrêt total des INS. Dans ton expérience, est-ce que le pourcentage de patients qui arrêtent tout INS est plus important que dans les 2 études que tu as citées, notamment quand on a prescrit un traitement biologique? Alors, ça dépend de quand est-ce qu'on a commencé à prescrire. C'est-à-dire que si… Alors là, c'est vrai que ce serait peut-être là les données sur qui pousseraient à commencer tôt. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de preuve de fenêtre d'opportunité. Mais pour autant, on sait que plus on commence tôt, plus on a des chances d'être efficace. Donc évidemment, les patients qui ont débuté tôt les traitements, généralement antibiologiques, ont souvent plus facilement arrêté les anti-inflammatoires que ceux qui ont une longue évolution de la maladie. Mais d'un autre côté, ces patients qui ont une longue évolution de la maladie ont aussi d'autres raisons de prendre des anti-inflammatoires et ont peut-être besoin d'autre chose, ont plus de risques d'avoir aussi des atteintes structurales de la maladie qui vont nécessiter aussi la prise d'anti-inflammatoires. Mais c'est vrai qu'en gros, il y a au moins une bonne moitié des malades qui continuent à prendre des anti-inflammatoires de temps en temps. Ça ne veut pas dire en continu, mais de temps en temps. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Tao. Je vous propose qu'on passe au sondage. Vous avez été seulement une vingtaine à répondre, donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de répondre à ce petit sondage